On a fini, on dirait que j'ai compris. Ouais. Ouais, ça y est, on y va là. Alors, attends. Voilà, on y est. Alors, direct. J'ai compris. Mais j'ai marrant, je vois pas. Ah, si, ça y est, on y est. Ouais. Ok, attends, faut que je ferme la fenêtre Facebook. J'ai marrant, je vois pas. Si, ça y est, on y est. Ok, tac. Ok, attends, faut que je ferme la fenêtre. Bonjour, bonjour. Ok, tac. Ok, attends, faut que je ferme la fenêtre. Par contre, j'ai un écho, moi, je sais pas si. Ouais, ça y est, il est parti l'écho là. T'as encore l'écho là? Non, c'est bon. Ouais, il est parti, j'avais mon truc d'allumé. Salut, salut tout le monde. Désolé pour le retard, mais Alain avait des petits problèmes de connexion. Donc, bon, parce que le Père Noël est dans sa grotte là. Salut Alain. T'as passé un bon été? Ouais, on va tranquillou. Hein. Hein? Je suis confiné depuis 2 ans, ça change pas. Hein. Ouais, merde, je suis en train de faire tomber un truc par terre. Salut. Bon, là, on va donc, on m'a demandé, enfin, il y a un membre qui m'a demandé un truc sur le sable, les détritivores et compagnie. Est-ce que ça t'inspire? Bah ouais, ouais, pas de raison. Ouais. Donc, on va On peut voir partir. ça finalement. Ouais, le sable, en fait, si tu veux, on peut presque voir ça comme le microbiote intestinal, toi. C'est que c'est un support de bactéries, c'est un truc qui digère des trucs. Voilà, c'est un peu ça marche un peu comme ça. Ouais. C'est pour ça que moi je suis assez pour avoir du sable. Ouais. Attends. Maintenant, c'est pas obligé si tu as un bac très pauvre, que tu fais des accros et que effectivement tu n'as pas trop de poissons, on peut faire des trucs sans sable, hein, mais à partir du moment où tu as un flux de matière organique important, je trouve que c'est plus stable si tu as du sable. Ouais. Mais il Et faut le faire correctement. Voilà, donc faut avoir donc, le sable, imaginons qu'un mec veut pas faire un jobert, mais il a un récifal, il veut mettre du sable. Tu considères qu'il faudrait mettre quelle épaisseur, quelle granulométrie? bon, si tu veux favoriser les copépodes, il faudrait du 2-3 mm, mais sinon, bon, 1 mm comme je sais plus comment il s'appelle déjà, le sable très fin, là, zut, je trouve le Le mémoire. Bora Bora? Bora Bora, voilà. Bora Bora est pas mal si t'en mets pas beaucoup. Le Bora Bora, c'est bien aussi. Ouais. Mais les grains sont pas trop petits, donc ça vole pas dans tous les sens. C'est pas du sugar non plus. Mais tu pourras peut-être, ça sera un refuge moins intéressant pour les copépodes parce qu'il est quand même pas très épais. Bon, enfin, si tu as aussi des roches où les copépodes peuvent se planquer, c'est jouable quand même, quoi. Ouais. Parce que les copépodes, ça vit essentiellement dans le sable. Bah, ça se planque dans les anfractuosités pendant la journée, quoi, et ça sort la nuit, quoi. Donc, aussi bien dans les rochers, fait dans les trous qu'il y a dans les rochers, mais si tu as du sable qui est un peu épais, et puis tu as des copépodes qu'on appelle les copépodes arpacticoïdes, c'est Mm. justement des copépodes qui sont spécialisés, qui vivent spécialement dans le sable. Et donc, ils ont comme fonction quoi? Eux, il faut que les grains entre deux grains, l'espace entre deux grains de sable, ça correspond à la taille du copépode, quoi. Donc, si c'est 1 mm, c'est un peu juste. Bah, d'un côté, le sable, c'est pas non plus très lourd dans l'eau de mer, le sable calcaire, donc ils peuvent aussi s'enfuir si tu veux, donc c'est moins important, donc Mm. ça peut marcher quand même. Mais c'est vrai que si tu as des grains de 1,5-2 mm, les interstices entre chaque grain, ça correspond à la taille d'un ou deux copépodes, quoi. Ils peuvent rester tranquillou entre les grains de sable pendant la. Et donc, les copépodes, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le sable? Ils nettoient le sable? Eh ben, ils broutent les bactéries qui poussent sur la surface du grain de sable et puis les déchets éventuels, les déchets des poissons ou des restes de nourriture dans le sable, ils peuvent le bouffer pendant la journée, même à l'intérieur du sable. Et puis Et la nuit, ils sortent pour brouter justement le biofilm qu'il y a aussi bien sur les vitres que sur les roches. parce que les Strombus et les Nasarius et les choses comme ça va manger des déchets beaucoup plus gros que le biofilm, c'est ça? Euh, Nacerius, ouais, quand ça sort la nuit, ça peut aussi, avec la langue, la radula, ça peut ramper aussi la surface, hein. Mais sinon, ça peut avaler des trucs bien plus gros. Ça peut avaler directement des petits granulés. On le voit quand on observe des escargots. On voit des gros escargots comme les turbos, tu les vois aspirer
enfin avaler un gros granulé, ou les dénérites, là, ou les, comment ça s'appelle, ah zut, Les troquets, les euh, trocus? ouais, les trocus, voilà, eux, ils ont une espèce de trompe. Alors eux, ils aspirent comme un spaghetti, tu vois, la nourriture quasiment. Alors ceux-là, ils grattent pas, ils aspirent carrément les gros morceaux qui traînent dans le décor. D'accord. Et donc, pour les gens qui voudraient mettre du sable, donc tu dis qu'il faut une granulométrie des grains quoi, de 2-3 millimètres, c'est ça que tu as dit tout à l'heure? Non, 3, ouais, 1,5, 2 millimètres. Parce qu'après, si tu veux, quand c'est trop gros, le problème, c'est que le sable, il faut quand même le nettoyer de temps en temps. Il faut l'aspirer pour enlever les sédiments, puis le remettre juste après dans le bac, quoi. Donc, si c'est trop gros, c'est casse-pied à siphonner. Ça risque de se bloquer dans le tuyau pendant que tu siphonnes, toi, c'est casse-pied. D'accord. Et donc, comment tu fais pour nettoyer du sable? Tu Ah bah, siphonnes, tu ouais. vides de l'eau à travers une chaussette? Non, non, la chaussette, parce que la chaussette, si tu peux faire ça, effectivement, tu peux le faire en filtrant dans la chaussette, dans la décante, par exemple. Mais le problème, quand tu fais ça, tu retiens les plus grosses saletés, mais les plus fines, les poussières, toi, qui sont constituées entre autres de carbonate de phosphate de calcium, ben, ils repartent dans le bac. D'accord. Tu peux vraiment tout enlever. Le mieux, c'est de siphonner dans un seau. Carrément, tu coupes le brassage, tu aspires tout le sable en le siphonnant. Et c'est pour ça que si c'est trop gros, c'est casse-pied, parce que pour pas que le tuyau se bouge, il faut prendre un tuyau de gros diamètre, et puis tu vas siphonner 200 litres d'eau pour aspirer ton sable, donc ça va pas, quoi. Donc il faut que tu puisses siphonner avec un tuyau du style 12 millimètres, pas plus. D'accord. Et donc, tu enlèves le sable et tu le rinces. Voilà, et puis donc tu laisses couler dans le seau, tu remues bien avec la main, tu transvases à la limite l'eau sale dans un autre seau, et si tu veux récupérer la microfaune, cette eau sale, tu la filtres à travers une épuisette qui laissera passer les petites saletés, mais qui va retenir les copépodes s'il y en a, ou des gamards, ou des conneries comme ça, si tu veux vraiment récupérer des grosses bêtes qu'il pourrait y avoir dans le sable. Mais d'un autre côté, si tu fais pas tout le sable en même temps, à chaque fois que tu siphonnes, si tu veux, tu profites pour aspirer une zone du sable, et puis le coup d'après, bah, tu tapes sur une zone, tu te rappelles de ce que tu as fait la semaine d'avant, tu aspires une autre Et, partie. et si dans le sable, on a des holoturies, etc., tu penses que c'est nécessaire quand même de siphonner le sable comme ça? Bah, tu as besoin moins souvent, mais après, tu as toujours la poussière de phosphate de calcium que les Ah oui. souris vont pas bouffer, quoi. Donc de temps, mais effectivement, tu as besoin de le faire beaucoup moins souvent. Mais je te dis, à la limite, tu le fais tout le monde change au moins quand même 10% par mois, hein, ou 2-3% par semaine. Donc, dès que tu siphonnes un seau, si tu veux, tu en profites pour aspirer une partie du sable, c'est tout. Si tu fais régulièrement, tu n'as pas besoin de tout nettoyer d'un coup, hein, c'est l'avantage, hein. D'accord. Tout à l'heure, tu as dit un truc qui m'a plu. Tu as dit que le sable, c'était le quoi, le poumon, le rein, le quoi de l'aquarium? L'équivalent du microbiote intestinal pour Le nous. microbiote intestinal, ouais. Ouais. Bah, en C'est-à-dire, fait, ça digère comme nous dans les intestins, ça digère. Mais notre intestin, il digère. En fait, c'est les bactéries qui digèrent, et nous, on récupère à travers l'intestin les substances qui ont été libérées par les bactéries. Nous, en fait, on ne digère pas grand-chose, hein. Une partie parce qu'on a quand même des enzymes digestives, hein. hmm. Et c'est aussi grâce. On ne pourrait pas vivre sans bactéries, quoi. Et Ou alors, donc, il pourrait manger que des trucs complètement assimilables, quoi. j'aime bien cette analogie avec l'aquarium, ouais. Euh, et t'as donc, tout à l'heure, tu as dit donc le sable, un bac sans sable, c'est que pour un bac avec des accros, des nutriments très bas, des choses comme ça, c'est ça? Oui, parce que du coup, comme tu as peu de flux de nutriments, tu n'as pas grand-chose à épurer finalement. Donc les coraux suffisent à épurer, parce que le principe d'un bac d'accro, c'est que tu ne peux pas mettre trop de poissons, justement, parce que sinon, les pouvoirs épurateurs des accros est faible. Mais du coup, la quantité que tu mets dans le bac aussi, dans ce cas-là, est faible, parce que tu n'as pas beaucoup de poissons. Donc du coup, les bactéries, si tu veux, dans ce cas-là, les bactéries qui sont à la surface du décor, enfin, ou dans les roches, ça suffit. D'accord. Si tu as des flux plus importants, bah, ton microbiote du bac, si tu veux, pour faire l'analogie, il suffira pas juste sur les quelques rochers que tu as. Il faudra rajouter. Les bactéries ont besoin de surface pour s'implanter. Elles sont toujours fixées sur quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour augmenter la surface, ce qui augmente le plus la surface à poids égal, C'est le sable. c'est le sable, puisque plus le grain est petit, plus 1 kilo de sable, alors 1 litre de sable, en tout cas, va avoir une surface importante. Et si en plus le sable est poreux, ce qui est le cas avec le sable calcaire, là, tu as une surface par litre dans 1 litre de sable poreux assez fin, tu as peut-être 50 fois
la quantité, la surface par rapport à 1 kilo de roche, tu vois. De surface disponible pour l'implantation des bactéries, j'entends. D'accord. Ouais. Alors, attends. Là, il y a une question pour toi de Xavier. Ouais, j'ai pas pu répondre à ta question, Xavier, si c'était commencé, mais je vois que tu as trouvé tout seul. Alain, peux-tu expliquer comment le sable peut digérer les phosphates, s'il te plaît? Mythe ou réalité? Si je dis cela, c'est que Sproul considère que les algues sont indispensables, car si le sable peut réduire les NO3, eh ben, il ne réduit pas les phosphates, alors que d'autres parlent de bactéries déphosphatantes. Non, mais le sable, il fait rien du tout. Mais effectivement, tu as des bactéries qui absorbent les phosphates. Mais même si elles l'absorbent, après, quand elles crèvent, elles libèrent à nouveau les phosphates. Et puis, de toute façon, c'est des bactéries qu'on trouve dans les stations d'épuration qui se développent quand il y a énormément de phosphates. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que les bactéries, en se développant, si elles ont la source de carbone et d'azote organique, elles vont absorber les phosphates pour pousser. Mais l'idée, c'est pas que les bactéries meurent, parce que quand elles meurent, elles se reminéralisent et du coup, ça redonne nitrate phosphate. L'idée, c'est que les bactéries soient bouffées par quelque chose. Donc, la biomasse de bactéries, si elle est consommée, elle va donner de la chair de mollusque ou de la chair de copépode, mais si tu veux, donc ça retire bien les. Ça recycle en fait les phosphates. Tu vois, c'est ça qu'il faut, c'est Donc, recycler. dans un premier temps, les phosphates sont bouffés par les bactéries, et dans un deuxième temps, les bactéries sont bouffées par les copépodes. Oui, en fait, tu transformes, Tu transformes le phosphate nitrate en matière vivante, quoi. voilà, tu transformes les minéraux en matière vivante. Donc, c'est comme tu nourris des poissons. Le problème, quand tu nourris les poissons, tu as une partie de la nourriture qui fait de la chair de poisson, donc là, il n'y a pas de problème. Mais comme tout n'est pas digéré, ben, l'autre, dans les excréments, il y a une autre partie qui n'a pas été utilisable par les poissons. Et justement, elle doit être utilisable par les bactéries qu'il y a dans le sable. Et ces bactéries nourrissent à nouveau les copépodes, les machins, etc. Ça, c'est un Hmm. cycle. Hmm. Attends, faut que je dise bonsoir madame à Véro Aqua. Il y a quand même parce qu'il y a des bonsoir messieurs, donc on va dire bonsoir madame. Je sais pas s'il y a d'autres madames, mais bonsoir madame Véro Aqua. C'est vrai que c'est resté très misogyne, hein, l'aquariophilie. Enfin, il y a de plus en plus de femmes quand même qui se mettent à l'aquariophilie Ouais, 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 il y en a de plus en plus. par rapport à mes jeunes années où dans les clubs aquariophiles, tu avais une nana pour 10 mecs à peu près. Là, je pense Ouais. qu'il y en a un peu plus. Quand même. Il y a trois, T'as trois. vu, t'as vu la photo derrière moi? Ça fait combien de temps là que tu avais donné cette En fait, ça, conférence j'en dans sais rien. l'Est? Ça fait un bout de temps. J'avais déjà plus de cheveux, mais j'avais quand même encore pas tous les cheveux blancs. Donc, ça doit dater. Ça fait au moins 20 ans, 20, 25. Hein? Bah, de toute façon, moi, quand je suis rentré des Canaries, c'était en 2001, après 6 mois ou un an après le 11 septembre. En 2002, quoi, en gros. Hmm. Donc, ça fait pas loin de 20 ans. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ah, ça file, hein. On Ouais, s'arrange pas, hein. ouais. Donc, on résume. Les phosphates, ils tombent. Attends, ils se minéralisent dans le sable, c'est ça que tu as dit? Non, et la nourriture, dans les déchets, il y a une partie de phosphate minéral ou d'autres qui va se minéraliser D'accord. pour des Donc, ça bactéries. tombe dans le sable. Les copépodes bouffent les phosphates et sont bouffés par les. Non, Une les fois, bactéries. le phosphate, c'est minéralisé déjà. Donc, Ouais, les minéraux, ça peut être consommé par les bactéries, justement. d'accord. Et qui transforme les phosphates pour faire de l'ATP, ADP, c'est l'adénosine triphosphate, c'est la source d'énergie dans le corps, c'est à base de phosphate. Le cycle de Krebs. Voilà. Ouais, je me rappelle un petit peu du cycle de Krebs. Et donc, Donc, après, les copépodes bouffent les il bactéries. gère l'ATP, ADP pour fabriquer de Hmm, l'énergie. d'accord. Bon, après, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là? Euh... T'es tellement technique. Salut Alain, il y a Pierre VZK qui te salue. Ah bah oui, salut. Tu connais. Oui, bien sûr. Hein. Donc NO3. Et donc les nitrates, qu'est-ce qu'ils font dans le sable, les nitrates? Bah, les nitrates, ils font rien du tout dans le sable parce que c'est entièrement soluble. Donc les nitrates, il n'y en a pas dans le sable, il y en a dans l'eau. Il y en a dans l'eau. Alors que les phosphates, ça précipite avec le phosphate de calcium, donc c'est des sels, c'est pour ça qu'on les retrouve dans les sédiments parce que c'est D'accord? minéral, donc ça tombe dans les sédiments. Voilà. Et Alors, les les nitrates? sédiments sont solubles. Il n'y a pas de cristaux de nitrate de je sais pas quoi, ça n'existe pas. Tous les sels Donc, de nitrate sont et alors, solubles. alors, quand on dit que des pierres vivantes relâchent des nitrates, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont gorgées de flottes pleines de nitrates? Non, elles ne sont pas gorgées de nitrate. C'est quand on dit d'abord, elles relâchent pas de nitrate, elles relâchent des phosphates, surtout. Mais des nitrates, elles pourraient un petit peu, mais c'est parce que c'est dans le cas où tu as une pierre morte, les bactéries qui sont à l'intérieur qui sont mortes,
elles vont se dégrader et du coup, comme elles se dégradent, elles vont se minéraliser et puis libérer phosphate et puis azote. D'accord. Pas par transformer, mais plutôt de l'ammoniac qui se finira par se transformer en nitrate après. Mais les pierres ne libèrent pas de nitrate non plus parce que les nitrates, c'est soluble. Donc, même du nitrate de calcium, c'est soluble. Et donc, il n'y a jamais de nitrate Nitrate dans la pierre. Enfin, si dans l'eau qu'il y a, parce que tu as dans toujours l'eau, mais dans bon, la pierre, mais voilà, mais une pierre sèche, tu n'as pas de nitrate dedans. Voilà. d'accord. Par contre, il peut y avoir des phosphates. Ah, par contre, il y a des phosphates. Oui. D'accord. Donc, les pierres, imagine, tu t'achètes des pierres d'un bac qui étaient bourrées de phosphate. Tes pierres, elles peuvent relarguer des phosphates pendant un sacré bout de temps. Oui, puis c'est surtout quand tu as le problème quand tu achètes des pierres mortes. C'est-à-dire que des pierres qu'on a laissées sécher dans le jardin, tu comprends? Toutes les bactéries qu'il y a dedans, elles sont mortes. Donc, quand tu vas mettre ça dans l'eau, ça va libérer des phosphates pendant 3 4 mois, quoi. 3, 4 mois, ouais. C'est assez longtemps, oui, parce que ça diffuse lentement, si tu veux. D'accord. Et Et puis, donc, une partie est soluble. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'il se. C'est plus ou moins insoluble. Donc, ça se dissout dans la pierre quand tu le mets dans l'eau parce qu'il y a une acidification comme il n'y a pas d'oxygène. Donc, ça va relarguer. C'est pour ça que ça va relarguer longtemps. Alors que si les pierres avaient des nitrates dedans, même s'il y en avait, elles relargueraient, mais très très vite, parce que c'est super soluble les nitrates. Donc, ça diffuserait tout de suite en dehors de la pierre. On serait peut-être enquiquiné une semaine, mais après, c'est fini, quoi. Voilà. Alors d'accord. que le phosphate, Donc, ça. donc, pour les gens qui sont confrontés à ce problème de pierres qui peuvent relarguer des phosphates, pendant un certain temps, la solution, c'est de les contenir avec des résines ou des choses comme ça. Ah oui, c'est ça, oui. Ou alors, bah, mettre aussi acide aminé. Ça favorise les bactéries qui vont se servir des phosphates en bouffant les acides aminés, des trucs comme ça, tu vois. Et ces acides aminés, les sources de carbone. D'accord. Pourquoi beaucoup ont des problèmes de phosphate avec du sable? Ça ne peut pas arriver que s'il n'y a pas de microfaune. Ça, c'est parce que le sable est mal entretenu. Parce que si ce que je te dis, le problème des phosphates, c'est qu'ils précipitent avec le calcium dans l'eau de mer. Donc, quand tu as du sable, et s'il n'est pas remué par de la microfaune, le phosphate de calcium va s'enfoncer dans le sable. Et puis, la partie qui arrive dans le fond vraiment du sable, qui est plus acide, bah, le phosphate de calcium en milieu acide, il se redissout. Donc, tes phosphates, tu vas les retrouver dans la flotte à nouveau. Donc, si tu veux, tu as un flux de ce phosphate qui précipite dans le sable. Il descend tranquillement au fond du sable. Puis, dès que c'est à 3 4 cm que l'eau devient un peu acide, ce qui a précipité se redissout à nouveau. Donc, tu as un flux entrant de phosphate qui précipite en permanence et un Et, flux sortant de phosphate qui se redissout au moment où il arrive au fond du sable, où la zone est plus acide. Alors, plus le sable est épais, plus il y aura une zone acide importante. mais il reprécipite pas avant de sortir du sable? Ben non, parce que la précipitation, si tu veux, c'est pas instantané. Hmm. Il y a une vitesse de précipitation. Donc, il va diffuser lentement. Puis, au fur et à mesure qu'il diffuse vers la surface, le pH, il va remonter, mais il va atteindre le pH de l'eau de mer juste à la surface, simplement. Donc, comme il met un certain temps à précipiter, ça ne va pas le faire tout de suite, c'est ça le problème. D'accord. Toi, dans le coefficient de solubilité, ça te permet de calculer la vitesse de précipitation. Et quand tu es près du coefficient de solubilité, la vitesse est très lente. Et elle est très rapide. Par contre, si arrivé dans le sable, à la surface si dans le bac, tu avais un pH de 9, bah, là, effectivement, il y a peu de chances il se redissoudra pas parce que à 9, même à 1 cm sous la surface du sable, ça sera toujours à 8,8. Et du Hmm. coup, là, il restera dans le sable, je suis d'accord. Mais Ouais. parce qu'il se passe la nuit, la nuit, le pH est à 7,8. Déjà, c'est proche pour que ça précipite pas facilement. Donc, voilà. Ouais, tiens, il y a Yann, mon copain pêcheur de homard, là, entre autres, qui Ouais. demande, même sous 3 à 4 ah, bon, oh là là, putain, je bafouille. Même sous 3 à 4 centimètres de sable, ça sera assez acide pour dissoudre. Ah bah si le sable est fin, oui, parce que il faut pas oublier que euh, le sable, ça va créer une différence d'acidité par rapport à la surface du sable. Et comme la nuit, comme je te disais, ça descend déjà à 7-8, ça commence à Attends. 7,8, on va préciser, c'est pas 7,8, c'est 7,8. Hein. 7,8, oui, pardon, Ouais, 7,8. parce que les gens, ils vont se dire, putain, le bac, il descend à 7. 7,8, c'est 7,8, effectivement. Ouais. Et donc, tu peux très bien, même avec du sable pas très épais, avoir 3 dixièmes de point. Donc, tu vas passer à 7,4, 7,3. Puis là, ça peut suffire déjà pour dissoudre le truc.
Et donc, il y a Xavier, là, mon compère, des entretiens, qui dit, et donc, pour pas avoir d'emmerde, en fait, faut quelle épaisseur de sable? Faut mettre que dalle, quoi. Faut mettre 5 millimètres, 1 centimètre. Non, non, bah, 1 centimètre, après, tu as toujours des zones qui vont apparaître. Tu es quand même obligé de mettre 2-3 centimètres. Si tu lances, si régulièrement, tous les mois, quand tu aspires, quand tu enlèves un seau d'eau, tu retires, je sais pas, un carré de 30 par 30, c'est facile. Ça, avec un seau, tu arrives à retirer ça, ça. Sur 3-4 Ouais. centimètres, ça va, c'est gérable. Enfin, 2-3, disons, hein, 2-3, disons. Voilà, si on vraiment veut pas être trop enquiquiné, 2,3. 2 à Mm. 3 centimètres, ça va, c'est pas. Si le bac est. Et donc, là, si je comprends bien, je vais faire, enfin, c'est Mais une question à la attends, con. je te coupe juste pendant un truc que j'ai oublié là. Euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est il y a un autre paramètre que l'épaisseur du sable. C'est la charge aussi en poisson. Parce que plus tu as de pollution, plus tu as de matière organique, plus tu auras de bactéries. Donc, Ouais, si tu as 5 centimètres de sable et que tu as un bac très pauvre, ou tu as peu de poisson, tu mets 2 grammes par jour, bah, tu n'auras pas une grosse acidification parce que tu n'auras pas grand-chose à bouffer pour les bactéries du sable. Il y en aura. d'accord, ouais. C'est les bactéries en respirant qui font l'acidité. Donc, toi, il ne faut pas oublier ça. C'est Mm. l'aspect charge en vivant Ouais, parce que les bactéries, elles relâchent du CO2 quand elles respirent, donc D'accord. Voilà, donc plus elles elles sont font baisser nombreuses, le plus elles pH. relâchent du CO2, plus elles acidifient. Voilà. Mm. Attends, là, j'ai une question de Titi Renault. Alors, Titi Renault, qu'est-ce qu'il te demande, Titi Renault? Avec un couple de Valencienea puellaris, 2 Archaster typicus et une vingtaine de Nazarus, est-ce que c'est assez pour être tranquille dans 300 litres? Ah bah oui, parce que Valenciana, ça passe sa journée à aspirer, cracher du sable, hein. Donc, Hmm. normalement, oui, hein. Ouais, mais il va pas dans les couches profondes du sable, le Oui, mais poisson. enfin, il mord quand même bien dans le sable, hein. Il va facilement à un bon centimètre sans problème, hein. Ah ouais, Et puis, comme le sable, il bouge un peu avec le courant d'eau, si tu veux, ça arrive à remuer. Bon, il n'y a pas jusqu'au fond, au fond. Enfin, quoi que ça dépend, parce que les Valenciennes, souvent, ils font aussi des nids, hein. Des fois, ils creusent un endroit, soit ils font une montagne, et puis, donc, ils hmm. finissent par retourner à peu près tout le sable, hein. Ouais, ouais, ouais. Le Harry, c'est Là, celui qui fait les plus gros trous, mais quand même, il peut en faire aussi, hein. Donc, ouais, souvent, moi, ça fait un tas de sable dans un coin qu'il faut réétaler de temps en temps, hein, quand on a des Valenciennes. ouais, ouais. Moi, à chaque fois qu'on me demande, je réponds les holothuries, là. Pour moi, c'est le truc merveilleux pour le sable. Les Ouais, holothuries, l'avantage, c'est qu'en plus, elles digèrent les bactéries. voilà, morte. Donc, ça recycle la matière organique parce qu'elle transforme la biomasse de bactéries, au lieu qu'elle meure et qu'elle se reminéralise, elle redonne de la chair de bactéries, d'holothuries. Donc, c'est pour ça que c'est bien l'holothurie, effectivement. Ouais. Là, il y a, pour qu'on ait bien compris l'histoire, là, il y a Yann encore qui dit, donc si on maintient un pH suffisamment haut dans le bac, le risque est limité. Le mec qui est à 8,2, 8,4. Est-ce que dans le sable, ça descend quand même à, ça Oui, mais acidifie? pour que ça descende au point de redissoudre les phosphates, du coup, il faudrait peut-être 7-8 cm au lieu de 4-5, tu vois, s'il n'y avait pas ça. Donc, c'est ça D'accord. l'intérêt, c'est que. Mais là, j'ai une question un peu con, là, pour toi, enfin, j'imagine. Les Jobert, alors, ils sont bourrés de phosphate? Bah oui, mais oui et non, parce que le problème, c'est qu'un jobert, de toute façon, ça marche que quand il n'y a pas trop de poissons. Ouais. Donc, Donc, dans ce cas-là, si c'est pas un jobert pour faire des accros, tout ça, de toute façon, tu auras une charge, tu vas pas nourrir beaucoup. Donc, dans ce cas-là, c'est pas trop grave. d'accord. Parce que ce qui Un crée jobert, l'acide. c'est censé avoir justement un des meilleurs trucs pour le jobert, c'est encore plus l'holothurie qui est intéressante pour un jobert. Parce Hmm. qu'elle va aller profond dans le sable. Ouais. Bah oui. Pas de phosphate parce que l'holothurie, de toute façon, elle va absorber le phosphate de calcium et puis ça va être utilisé par sa flore bactérienne à elle et puis voilà, elle va s'en servir comme ça. Ouais. Enfin, Parce que moi, j'ai vu. la bactérie, je suppose que c'est un peu acide. Donc finalement, l'holothurie elle-même, indirectement, elle est capable de digérer aussi les phosphates, c'est ça l'intérêt. Elle digère les phosphates, l'holothurie. Bah oui, oui. Bah oui, par l'intermédiaire de ces bactéries intestinales, je sais pas, Et donc, elle se sert des phosphates pour pousser, en fait. et donc en partie pour pousser, hein. Donc, en Jobert, donc c'est ça, ouais, voilà, il y a Hervé là qui dit, donc en Jobert, faut pas mettre trop de poissons si on veut faire pousser du corail. Hein, c'est ça. Parce que Euh, là, pour résumer l'histoire, si j'ai bien compris l'histoire, en fait, c'est les déchets des poissons
qui tombent sur le sable, qui s'enfoncent dans le sable, qui sont dégradés dans les couches profondes par les bactéries respirant larguent du CO2 dans le sable, et ce CO2 baisse le pH dans le sable, et du coup, ça dissout les phosphates qui étaient minéralisés auparavant. C'est C'est ça l'histoire. précipité avec le calcium C'est ça l'histoire. dans les déchets du D'accord. poisson, quoi, voilà. D'accord. Ok. Ben non, avec un jobert, on peut mettre des poissons quand même, parce que justement, l'intérêt du jobert, c'est que ça dénitrate, parce que tu as des bactéries anaérobies qui consomment les nitrates, justement. Ouais, mais à ce moment-là, tu as plein de phosphates, du coup. Oui, tu as toujours un excès de phosphate, parce que c'est pas équilibré, mais effectivement. Ouais. Parce que les bactéries qui transforment les nitrates, c'est pour respirer. Oui, Donc, donc en respirant, elles baissent le pH, voilà. elles vont dissoudre. Et Pourtant, elles c'est que... transforment l'azote en azote atmosphérique, donc ça les élimine. Mais par contre, elles ont besoin de beaucoup moins de phosphate par rapport aux nitrates qu'elles ont éliminés, si tu veux. Voilà. C'est pour ça que dans ce cas-là, si tu as une zone de dénitratation dans le bac, tu auras tendance à te retrouver sans nitrate et avec des phosphates. D'accord. D'accord. Alors que quand tu utilises nitrate et phosphate pour fabriquer de la matière vivante, comme ça reste équilibré, les deux vont disparaître à peu près simultanément, si tu veux, il n'y aura pas un gros écart. Ouais. Est-ce que tu peux rappeler le ratio idéal entre l'azote et le phosphore dans un bac? Ah bah, pour fabriquer de la matière vivante, pour 110 grammes de carbone, il faut 20 grammes d'azote et 1 gramme de phosphore. Après, il faut faire la conversion phosphore-phosphate et puis nitrate-nitrate. C'est 20 et 1 le ratio? 20 et 1 pour azote-phosphore. 20 et 1 le ratio, d'accord. Ok. Donc, nitrate, après, il y a 3 oxygènes et puis phosphate, 4 oxygènes. Donc, ça modifie le rapport entre nitrate-phosphate par rapport à azote-phosphore. Bon, enfin, pas grand-chose, quoi. D'accord. Ça veut dire que si... Donc, euh, peut-être 20 et 1,5 si c'est en rapport à nitrate-phosphate, un truc de ce genre-là, peut-être. c'est marrant parce que moi j'avais remarqué que quand mon ratio nitrate phosphate était bas, enfin, du style 20, 25, 30, j'avais souvent des poussées de cyano. Par contre, quand j'avais un rapport de 1 à 100, il y avait que dalle, il se passait rien. C'est-à-dire si j'avais 1 de nitrate et 0,01 de phosphate, il se passe que dalle. C'est-à-dire que le mec qui a 0,02 de phosphate, Oui, il faut... parce que même pour des cyanobactéries, 0,01, il ne reste plus grand-chose à bouffer en phosphate. De toute façon, elles en ont quand même besoin. Donc, quand tu es très très bas en phosphate, effectivement, même les cyanos, elles ont un peu de mal parce que elles sont pas limitées par l'azote, parce qu'il n'y a pas de l'azote de l'air, mais elles sont limitées en phosphore comme n'importe quel organisme, parce que tous les organismes ont besoin de phosphore, puisque je dis, c'est la base c'est le transport d'énergie, les transferts d'énergie dans la cellule. Donc, Et comment t'expliques les dinoflagellés qui poussent dans des bacs très très propres, genre 0,0? oui, mais parce que des phosphates, tu en as toujours un peu, je te dis, sous forme de carbonate de phosphate précipité, de toute façon. Mais quand elles se développent, justement, elles ne sont pas en biomasse en quantité très importante. C'est un film assez fin, tu vois. Quand tu vois des cyanos brunes, Hmm. ça ne fait pas 2 mm d'épaisseur, parce que les cyanos rouges, tu sens que c'est un truc tout à épais. Hmm. Ça fait un truc gluant, tu vois, il y a une sacrée épaisseur. Ça ne fait jamais ça avec des cyanos brunes, parce que justement, il n'y a plus assez de nitrate pour qu'elles se Ce que développent. tu appelles cyanobrune, c'est les dinoflagellés? Oui, c'est ce qu'on appelle. Non, mais souvent, ce qu'on appelle des dinos, c'est plutôt des cyanos brunes, des cyanos brunes, justement. C'est ça le truc. On appelle dinos en général ce qui n'est pas des dinos. Ouais. Tiens, il y a Pierre VZK, Q, pardon, qui te demande de l'accepter en ami sur Facebook, là. Mais bon, Ah, bah, je tu sais regarde. même pas comment on fait, de toute façon, donc c'est Si, si, pas... non, mais des fois, je regarde pas souvent, mais parce que je vois pas, si tu veux. Mais là, je vais regarder tout ce que j'ai eu et puis je vais cliquer sur tout le monde. Hein, je refuse jamais personne. C'est juste que je suis pas, en ce moment, je suis pas trop sur Facebook, là. Je Ouais. sur Twitter en ce moment. Donc, T'es sur Twitter? Ah bon? mais pas pour l'aquario. Ah ouais? Tu fais la révolution? T'as un petit peu une gueule d'anard, là? Ouais, ouais. Je suis Ouais. un rebelle. Hein? Je suis un rebelle. C'est vrai? Antipasse. Sérieux? Ah ouais, bon, passons. Donc, Antipasse pour ceux qui veulent, hein, mais antivax pour ceux qui veulent pas, c'est tout. Mais ceux qui ouais, veulent, il n'y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent. Hein. ouais. De rien, Pierre. Donc les dinoflagellés, c'est quoi pour s'en débarrasser? Parce qu'il y a souvent ce problème qui vient sur le groupe.
Il y a souvent des gens qui sont emmerdés par les cyanobrunes. Enfin, Bah, c'est un peu cyano ou dino, de toute façon, les deux sont pas bouffables par les escargots, c'est ça le problème. Donc, bah, souvent, c'est parce que c'est des eaux trop hein? pauvres, tout simplement, hein. C'est quoi? C'est parce que c'est de l'eau qui est Trop pauvre? trop pauvre, où il y a au moins un des, soit phosphate, soit nitrate, ou alors, comme je te disais aussi, c'est faut penser aux oligoéléments souvent. Parce que si tu as un bac où les phosphates, nitrates s'accumulent, souvent, là, du coup, c'est que tu es limité en un ou deux oligoéléments. Ah Parce oui, qu'il faut aussi des oligoéléments pour que les organismes consomment nitrate et phosphate, azote, phosphore. Donc, si tu mets jamais d'oligo et que ça précipite le faire parce que tu mets de la chaux, tout ça, il se peut que tu aies un manque d'oligo-éléments et puis du coup, ça bloque le système aussi. oh merde, j'ai encore un truc qui est tombé. Quels sont les oligos importants à avoir? On va Ah y bah, retourner. l'important, On y retourne un peu là. c'est fer manganèse. Et alors, le problème, c'est que c'est les deux qui précipitent. Donc, c'est pour ça que c'est souvent, c'est deux-là qui peuvent manquer quand tu as un bac trop riche parce qu'il en faut beaucoup plus par rapport aux autres. Après, tu as le molybdène, le zinc, le cuivre. Même le cuivre, c'est un oligoélément, mais il en faut de très faible quantité. Donc, c'est rare que ça manque. Donc, toi, ton conseil, ça serait pour les gens qui sont emmerdés par des dinoflagellés, c'est s'ils sont OK pour les tests, nitrate, phosphate, machin, c'est de contrôler un peu les oligos, quoi, le fer, le Oui, manganèse. par contre, attention, les dinoflagellés, si t'en as pas beaucoup, c'est pas qu'il manque d'oligoéléments, là, c'est parce que le bac est oligotrophe pour là. Si par contre, si tu as des cyanos et que tu mets si tu as déjà des cyanos que tu mets des oligos, tu risques de les booster, justement. D'accord. Ouais. T'es Ouais, là, là? c'est ça qui est. Mais par contre, si tu peux, quand je disais qu'un bac qui a beaucoup de nitrate phosphate, si tu as un manque d'oligoéléments, c'est que tu n'auras pas d'algues en fait. Tu auras beaucoup de nitrate phosphate, mais tu n'auras pas d'algues. Moi, j'ai vu des bacs où il n'y avait que des poissons que la personne elle avait depuis au moins 25 ans. Il y avait un Zanglus, j'avais vu un Zanglus aussi gros, toi. C'était une assiette, le Zanglus, j'avais jamais vu ça. Il bouffait que du nori. Et elle avait comme ça trois gros poissons. Après, il y avait je crois un impérator, enfin, trois gros trucs comme ça. Elle avait 6 mg de phosphate. J'ai bien dit 6 mg, hein. Et bah, non mesurable en nitrate, ça fait plus de 150, quoi. Et il n'y avait pas une algue dans le décor. Mais elle changeait jamais d'eau. Donc, comme elle n'avait pas, tu vois, il devait sûrement y avoir un déficit d'oligo-éléments quelque part, là. Et du coup, c'était blindé de chez blindé en nitrate et phosphate, mais il n'y avait pas une algue dans le bac. D'accord. Là, il y a Hervé qui pose une question. Il habite à Marseille. Bon. Il met de l'eau du robinet plutôt bonne, mais il a toujours eu des phosphates autour de 0,4, enfin bon, des phosphates, quoi. Pourtant, l'aqua tourne bien, 2-3 cm de sable, les échanges se font bien. Il y a très longtemps, j'ai eu un peu de cyano au début du bac. Le bac, plus d'un an, est-ce qu'il risque quelque chose? Bah, non, c'est le seul truc, c'est que si tu as un peu trop de phosphate, les coraux vont pousser moins vite, c'est tout, hein. Mais moi, je me souviens des bacs de Bachir au tout début, tu vois, quand il n'y avait pas tous ces produits-là. Je te parle de ça il y a 15 ans, hein, Hmm, pas même plus, hein, presque 20 ans, hein. hmm. Il avait toujours eu des super bacs, des coraux super colorés. Et il était toujours à 0,25, 0,3 de phosphate, et puis à 15-20 de nitrate, hein. Ah ouais? Et pourtant, il avait des beaux coraux, pas pastel, c'est sûr, hein, mais super bien colorés. Je me rappelle des photos. Mais Bah, regarde, ça poussait pas très vite. Voilà. bah, tu te rappelles mon bac, enfin, à un moment, j'étais à 0,2, 0,3 de phosphate. Ouais. Bah, mes coraux, j'ai jamais vu des coraux aussi colorés de ma vie, putain, je te jure. Mais bon. Et en plus, Euh, ce qui est plus gênant, c'est d'avoir un déséquilibre dans les oligoéléments. Tu vois. Donc, si hmm, tu as un peu de nitrate phosphate, mais que les oligoéléments, c'est bien, tu n'as pas un déséquilibre, bah, tu as les couleurs. Voilà. ouais. En parlant de cyanobactéries, est-ce que des sources de carbone peuvent les nourrir? Ah bah oui, c'est aux bactéries, comme c'est à la fois une algue et une bactérie. S'il n'y en a pas, elles s'en passent, mais s'il y en a, elles en bouffent, hein. Ouais, Donc voilà, c'est pour ça que quand tu as des acides aminés, par exemple, si tu as des cyanos, bah, ça va booster les cyanos quand même malgré tout, hein. d'accord. Tu balances des acides aminés quand tu as des cyanos, elles ne vont pas se gêner pour les bouffer parce que tout peut consommer des acides aminés. Parce que on digère justement pour fabriquer les acides aminés, pour les recombiner ensemble pour faire d'autres protéines. Donc,
l'acide aminé, c'est universel, c'est la brique, donc c'est assimilable partout. D'accord. Là, j'ai une autre question de Joe Parent. De rien, Pierre. J'ai actuellement un souci avec mes nitrates phosphate, je n'arrive pas à les faire monter. Je suis à 0 pour les deux. Pourtant, je nourris 2 à 3 fois par jour, écumeur à l'arrêt, juste un refuge déporté en DSB. J'ai pas trop envie de mettre des produits. Y a-t-il une solution naturelle? Car je commence à avoir un peu de cyano et de dino. Merci. Bah oui, mais il faut nourrir plus, c'est tout, hein. À la limite, ils rajoutent un poisson pour pouvoir nourrir plus. Ce 2 fois par jour, c'est bien, mais même 2, 3 fois. Mais si c'est un cube à chaque fois, bon, bah, c'est pas énorme, hein, pour quelques centaines de litres. Donc, s'il gave les poissons, il ne peut pas en mettre plus, mais à ce moment-là, il peut se permettre de racheter un poisson pour pouvoir mettre un cube de plus par jour, et puis voilà. Parce qu'à un Ouais. moment donné, quand tu augmentes la nourriture, à un moment donné, ça finira forcément par décoller, hein, c'est pas possible autrement, hein. Non, ouais, c'est pas possible. À un moment donné, s'il double, il finira bien par faire décoller ses nitrates phosphate, hein. Ou si ça ne décolle pas quand il double, enfin, quand il va tripler, ça va décoller. À un moment donné, c'est sûr, hein. Ouais. La source de phosphate principale, c'est la nourriture. Ah bah oui, c'est la nourriture, hein. Enfin, dans les granulés pour poissons, ils mettent aussi du phosphate de calcium, hein, donc voilà, mais c'est pas très digeste. C'est pour ça que dans un granulé, si on met du phosphate de calcium, le poisson récupère qu'un tiers des phosphates seulement. Bon, il récupère aussi le calcium pour les os, hein, mais par contre, on fait des aliments très pauvres en phosphate parce qu'on remplace une partie du carbone par des matières grasses en aquaculture. Ah ouais? Donc, il y a des aliments faibles, même en aquarophilie. Il y avait une marque anglaise, je ne me rappelle plus le nom, ils faisaient des low phosphorus food, là, où c'était plus riche en matières grasses, et du coup, tu avais 3% enfin, 0,3% de phosphate au lieu de 0,5, un truc comme ça, quoi. C'était pas non plus miraculeux, mais bon. D'accord, d'accord. Je regarde s'il y a des questions. Et si vous avez des... Là, il y a Xavier qui dit bah, justement un truc de rajouter un tubastréa, quoi. Comme ça, des coraux à nourrir. Ça... Oui, voilà, enfin, n'importe quoi. Je dis un poisson, mais effectivement, ça pourrait être un subastrait, il a raison, hein. Hmm, ouais. Pour diminuer les PO4, est-ce qu'il y a une algue plus efficace qu'une autre? Bah, en fait, plus ça pousse vite, plus ça a des chances de retirer des phosphates. Donc voilà, c'est une algue qui a un fort taux de croissance. Non. Donc la Caetomorpha, c'est pas mal, La quoi. keto, l'avantage, si tu la mets en plus dans un réacteur où l'eau circule vite, elle va pousser très très vite. Donc voilà. Alors de la colère, il faut de la surface si tu veux. Donc c'est vrai que la keto soit dans un refuge, soit dans un réacteur à keto, parce que le refuge, tu peux le faire petit, puis mettre une grosse pompe qui circule dedans au tout débit de descente. Donc du coup, c'est pareil, ça va pousser vite aussi. Hmm, ouais. Et puis c'est vrai que c'est facile à tailler. Puis l'avantage, la kétomorpha, tu as quand même des poissons qui arrivent à la bouffer. Alors que la colère, les poissons ne la bouffent pas. Enfin, il y a très peu de poissons. Il y a comment, poissons lapins, là. Le Lovupinus, L'ovulpinus, puis l'autre genre, comment on appelle ça? Siga, Tu si, dois chercher le terme, c'est les cyganidés. ouais. Donc, les cyganidés peuvent manger certaines colères, pas tous, mais il y en a quelques-uns qui mangent vraiment pas mal d'espèces de colères. Donc dans ce cas-là, ça Mais sert. la colère, il me semble que c'est un peu plus dangereux que la Caetomorpha à cause Oui, des parce que risques de lise. le danger, voilà, c'est quand il y a une lise, c'est un peu toxique. Et puis ça fait une pollution, puisque quand elle lise, elle se vide entièrement. C'est l'équivalent d'une pollution quand tu as des escargots qui pondent, toi. Tout le sperme, la laitance qui va dans la flotte, ça ne survit pas, donc ça pourrit instantanément dans le bac et ça fout. Mhm. Les mitrax, ça bouffe de la colère. Les quoi? Les mitrax, les crabes. Ouais, j'ai pas trouvé, moi. Pourquoi pas? C'est possible que ça en mange un petit peu, mais bon, c'est quand même pas connu pour ça. Les Vallonia, c'est vrai, je vais vérifier, mais les Vallonia, il faut qu'elles mangent les petites, ce sont les mitraques, parce qu'ils n'ont pas les pinces pour écraser les grosses boules de Vallonia. Mais si tu les éclates, par contre, les mitraques vont bouffer après la Vallonia. La Vallonia. D'accord. Ça, je l'ai vu faire. D'accord, t'as vu faire. Sans nitrate et sans phosphate, est-ce que ça sert à quelque chose de rajouter des acides aminés? Bah oui, parce que justement, si le bac est trop oligodense. Ils sont assimilables quand même, les acides aminés? Ah bah non, les acides aminés sont directement assimilables, c'est ça l'intérêt.
Donc même par les oursins, à travers leurs téguments, et les oursins absorbent des acides aminés. Les vers aussi, à travers la peau, des néréis, elles absorbent des acides aminés. Tout absorbe des acides aminés. Et puisque c'est la brique pour fabriquer les protéines. Donc voilà, c'est l'élément de base. Donc c'est assimilable partout. Ouais, moi, c'est marrant, j'ai une phrase du bouquin de Puckmel qui me reste tout le temps. Hein. C'est que le seul truc qui est pas naturellement dans le bac et qu'on rajoute pas habituellement, c'est les acides aminés, justement. Et il dit qu'il faut en rajouter de temps en temps. Oui, parce que dans la si tu veux, tu as un taux constant d'acides aminés. Alors c'est surtout de la glycine. Et puis après, il y a deux, trois autres. Je crois qu'il y a l'asparagine. Enfin, il y a deux, trois acides aminés, mais le principal, c'est la glycine qui existe dans l'eau de mer. Alors, des Mm, très faibles, certes, mais c'est pas nul. Donc ça profite aux plus petits organismes, en tout cas. mm. On Tiens, compte. ouais, il y a Xavier là qui a essayé de casser mon paramètre. L'intérêt du réacteur, c'est aussi, en plus du débit, que l'acte pousse à 2 centimètres de la LED. Et donc, il a testé avec mon paramètre. Il a un part de 1000 à 2 centimètres d'une rampe LED d'eau douce versus 200 pour celle qui a 10 centimètres de la même LED. Donc, dans un réacteur, tu vois, le par, il est... Tu mets l'éclairage contre le réacteur, donc effectivement, tu as en intensité, effectivement. Mais c'est intéressant surtout parce que c'est comme pour les coraux. C'est dans le réacteur, tu as l'intensité, mais qui est utile parce qu'elle va aussi avec un débit important. Parce que si éclairais trop fort les algues avec un débit faible, tu finirais par les cramer comme les coraux. Hein. Les deux sont liés, en fait. Hein. Oui, d'accord. Et donc, il faut lumière, vitesse du courant et nutriments. C'est-à-dire que si tu as des nutriments en quantité importante, la vitesse est moins importante parce que là, elle arrivera à les prélever, les nutriments sans problème. Mais quand les nutriments commencent à baisser, c'est là que si tu as une intensité forte, il faut que tu aies un courant fort. D'accord. Euh, le peu de nutriments qu'il y en a assez qui sont absorbés pour que l'algue puisse lutter contre le stress oxydatif de la lumière. Donc, c'est peut-être pour ça que Triton préconise un turnover de 10 fois le volume du bac. Pour Ouais. avoir... D'accord, ok. Pour avoir un courant qui Si soit tu es, très oligotrophe, pour supporter la lumière, du coup, il faudra plus de courant. Parce que sinon, par manque d'oligoéléments, les organismes ne pourront pas fabriquer assez de substances antioxydantes et vont être cramés par la lumière trop forte. D'accord. Donc, même pour les coraux, ça veut dire que le brassage, ce qu'on répète tout le temps, est hyper important. Il peut, enfin, c'est pareil, mais pour les coraux, si justement tu as des traces, si c'est détectable, les traces de phosphate, tu peux te permettre d'avoir un brassage moins important. C'est-à-dire que si tu es chargé en nitrate phosphate, tu peux brasser un peu moins, c'est ça? Tu peux brasser un peu moins. Ouais. Mais par contre, mais je dis, c'est compliqué parce que tout ça, c'est lié aussi. Parce que ce qui se passe, par contre, si tu as des nutriments, tu auras plus de zooxanthelles. Ouais, Et si tu éclaires fort avec beaucoup de zooxanthelles, elles, avec les photosynthèses, elles vont créer le stress oxydatif dans le corail. Donc, tu vois, c'est ça aussi qu'il faut. C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est parce que si tu as beaucoup de zooxanthelles, si tu éclaires trop fort, c'est pas bon non plus. Quoi. Donc, c'est tu, ça qui est compliqué. C'est un équilibre entre trois paramètres. Quoi. C'est pas entre deux ouais. seulement. Tu peux expliquer vite fait, réexpliquer pour la, je sais pas, 15e fois, à chaque fois qu'on discute ensemble, on en parle, le processus du stress oxydatif dont tu viens de parler. Tu as Bah, dit, si tu éclaires trop, il est si tu direct, éclaires, il est direct, par exemple, avec les UV. C'est-à-dire que même une cellule animale exposée aux UV, c'est tellement énergétique les UV que c'est quand la lumière va rencontrer la bestiole, enfin son tégument, ça va créer un stress oxydatif dans la cellule et pour nous, ça se traduit par un coup de soleil. Donc c'est pareil. Mais après, tu as le stress oxydatif. Les algues, elles utilisent l'énergie solaire pour fabriquer de la matière organique, mais ça produit aussi un stress oxydatif. Ça libère des radicaux oxydants parce qu'elles utilisent l'oxygène pour ça. Donc, et si ce stress est trop oxydant, bah, l'algue, elle l'élimine en dehors de sa cellule pour se protéger avec de l'iode, du brome, etc. Mais du coup, ça se retrouve dans le corail, puis si c'est les zooxanthelles. Donc, ouais, tu as beaucoup de zooxanthelles très éclairées trop longtemps. Bah, c'est pour ça que le corail, il les expulse. C'est pour pas d'accord. être frappé par les résidus oxydants que larguent les zooxanthelles, il expulse les zooxanthelles. Ouais, parce qu'il est empoisonné par il est empoisonné par les zooxanthelles, et pour pas se faire empoisonner, il les expulse, et en les expulsant, il meurt.
Voilà. D'accord. Et du coup, et par contre, si ton corail comment, peu coloré, il a plus de zooxanthelles, dans la méthode zéovite, par exemple. Hmm. Le corail, il est blanc, c'est parce que tu n'as plus de zooxanthelles. Donc, Ouais, du coup, les zooxanthelles ne créent pas de stress oxydatif. ouais, Donc là, tu peux éclairer plus, mais par contre, trop, c'est le. Si tu mets des UV, comme il n'y a pas de zooxanthelles, mais ça va cramer ton corail quand même, du coup, parce que c'est directement la lumière trop forte qui va agir sur les cellules du polype sans que ce soit les zooxanthelles qui libèrent des radicaux, tu vois. Si ouais. tu éclaires vraiment trop, quoi. Donc, dans la méthode zéovite, comme il n'y a pas de zooxanthelle, le corail n'est pas nourri par les algues symbiotiques. Et c'est pour cette raison qu'il faut rajouter des tas de trucs tous les Ouais, jours dans le bac. pour compenser, voilà. Donc, Pour compenser, d'accord. Attends, j'ai un truc de Fabrice là. On peut faire de la croissance de coraux avec un bac équilibré en KH, calcium, magnésium, mais avec un taux de nitrate phosphate indétectable. Point d'interrogation. Les acides aminés ne peuvent pas compenser un bac très pauvre nitrate phosphate. Red Sea aminé AB dit d'augmenter la dose en cas de bac pauvre. Bon, oui, bah oui, il faut augmenter la dose en cas de vapeur, effectivement. Hein. d'accord. Mais après, pauvre, après, je te dis, tu as le côté pauvre en éléments. Donc, dans ce cas-là, ça ne peut ne pas suffire. Si on nourrit très peu, il faut penser que tu as des oligoéléments qui précipitent, donc il en faut quand même un minimum, même si c'est à dose très faible. C'est pour ça que je te dis, dans ce cas-là, soit tu as des solutions du commerce, mais comme on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, on ne sait pas ce qui va. Il y a une partie qui risque de précipiter plus qu'une autre, donc au bout d'un certain temps, tu ne sais pas trop ce que tu vas donner. Donc, si tu ne veux pas trop jouer dans la chimie, c'est pour ça qu'il y a des gens qui mettent que du phytoplancton. Ouais, Plutôt que mettre des acides aminés, tu mets du phytoplancton, ça fera un petit peu de nourriture. Enfin, c'est pas le même objet, les acides aminés, c'est absorbé par comment l'épiderme du corail, donc tu pourras pas l'utiliser directement. Donc alors que le phyto, lui, il va être dégradé et libérer des effets une partie peut être scotchée sur le mucus du corail si tu veux. Et comme le corail, avec des cils, il récupère le mucus et puis il en reproduit du neuf, donc il digère les bactéries ou les algues qui sont restées collées sur le mucus, si tu veux. d'accord. Parce que sinon, le polype, il est trop gros pour attraper. C'est pas le polype qui filtre directement le plancton, c'est trop fin. Un polype, c'est fait pour attraper du zooplancton, pas du phyto. Hein. Donc c'est indirect, c'est parce que c'est grâce au mucus que des cellules de phyto se collent dessus et qui du coup, le polype en avalant son propre mucus, récupère les débris, enfin les bactéries ou les cellules algales qui se sont collées dessus. Quoi, voilà. Le corail avale son propre mucus. Ouais, ouais tu as des cils vibratiles normalement. Ah ouais, ah ouais, Hum. ah bon, Bah oui. ah bon. Et les zooxanthelles là-dedans, qu'est-ce qu'elles font quand il y a plein de D'ailleurs, mucus? dans le mucus du corail, tu as aussi des bactéries symbiotiques hein, qui sont très spécifiques, hein, qu'on ne trouve pas dans le sable ou des trucs comme ça. Hein. D'accord. Et est-ce qu'il peut y avoir des bactéries pathogènes qui prennent la place de ces bactéries Bah, spécifiques? justement, Ou est-ce que les bactéries spécifiques peuvent devenir pathogènes dans certaines non, conditions? c'est plutôt que les bactéries, c'est pas très étudié, mais ce qu'on peut se demander, c'est si c'est pas le. C'est pour ça que, peut-être pour ça qu'on a des problèmes quand on met trop de sources de carbone, c'est que on va développer d'autres bactéries qui vont prendre la place des bactéries symbiotiques originelles du corail, tu comprends? Et ces D'accord. bactéries-là, il faudrait les étudier en détail. Je n'ai pas regardé récemment, mais euh, et c'est comme les bactéries qu'on a dans les intestins. Certaines bactéries, elles fabriquent des acides aminés, des trucs comme ça, mais elles fabriquent même des hormones, nos bactéries à nous. Notre microbiote, ça compte sur notre humeur. Si tu as un mauvais poil, ça peut être un problème de microbiote. C'est quand même, ça me paraît bizarre, mais pourtant c'est vrai. Hein. Ça a été prouvé. Donc, et ça fabrique des vitamines aussi, les bactéries, il faut pas oublier. Hein. Donc, peut-être que les bactéries symbiotiques, elles fabriquent quelque chose d'intéressant pour le corail que ne fabriquera pas une bactérie standard qu'il y a dans le sable. Voilà. Donc, si elles perdent ces bactéries-là, c'est peut-être pas une bonne chose non plus. Quoi. D'accord. Donc, est-ce que le fait de rajouter des bactéries dans le bac, ça peut, de temps en temps, provoquer des ennuis? Non, parce que tu n'en rajoutes jamais. Ouais, ce qui provoque des ennuis, c'est l'excès de nutriments, parce que les bactéries, quand il y a des nutriments, elles se multiplient très très vite. Donc, à moins de verser 1 litre de bactéries dans le bac, je vois pas comment tu peux. Les quantités sont pas assez importantes, c'est sûr. Est-ce que tu penses que c'est intéressant de rajouter des bactéries de temps en temps?
Bah, j'en sais rien, en fait, pour à vrai dire, parce que de toute façon, comme on ne sait pas ce qu'il y a comme bactéries dans leur truc, voilà. Bon. Ouais, parce que de toute façon, les bactéries, la population bactérienne. Oui, ça peut être intéressant quand même, parce que les bactéries, si tu veux, dans ton bac, euh, s'il se crée un déséquilibre, il y a des bactéries qui ont été sélectionnées en routine, et au fur et à mesure que le déséquilibre se passe, il faudrait d'autres bactéries pour revenir à l'équilibre. Donc, tu peux te dire qu'une bactérie, quand c'est déséquilibré, elle va se multiplier, puis quand elle est revenue à l'équilibre, elle va disparaître. Donc, la remettre de temps en temps, quand ça se redéséquilibre à nouveau, pourquoi pas, tu vois. Mais à ce moment-là, c'est mieux de mettre des bactéries, à mon avis, à supposer qu'elles aient été étudiées pour ça. Mais je te dis, comme on ne sait pas, donc on est obligé de faire confiance aux fabricants. Après, moi, j'en sais rien. Mhm. Faire des essais, bon, double aveugle randomisé, comme c'est la mode. Et bon, voilà. Donc, on est obligé de faire confiance. Après, on croit ce qu'on voit. On risque rien à essayer. Hein, mais si on trouve vraiment qu'il y a un plus, mais je ne suis pas sûr que ce soit le truc le plus indispensable, quoi. Les bactéries, par contre, dès que si tu as un problème de nitrite pour faire chuter les nitrites, oui, tu peux en mettre. Si tu as une pollution qui est accidentelle, tu as des escargots qui ont pondu, bah là, tu mets des bactéries pour écluser les saloperies le plus vite possible, ça se conçoit, tu vois. Mhm. Ouais, Mais parce que logiquement, la population bactérienne du bac, elle s'adapte aux nutriments bah, disponibles. oui, à nouveau, comme notre microbiote à nous, c'est en fonction de ce que tu manges, ta population bactérienne va dévier, mais si tu changes complètement ton régime alimentaire, ça va prendre un certain temps, mais au bout de 3 4 mois, ton microbiote, il va complètement changer. Parce que tu perds jamais complètement une bactérie, toi, dans le microbiote. Alors, je suppose que Mhm. c'est pareil dans le bac. Dans les roches, tu perds jamais complètement une bactérie, elle reste à l'état latent. Donc, si le milieu change, que tu laisses les choses à condition, sauf si ça évolue trop vite, parce que là, il n'a pas le temps de s'adapter. Mhm. Comme nous aussi, si tu changes de régime alimentaire, que tout de suite tu fais un truc qui n'a rien à voir avec ce que tu mangeais avant, pendant la phase de transition, tu risques quand même d'avoir des problèmes de digestion, toi, ça va se sentir. D'être de mauvaise humeur en plus. Et en plus d'être de mauvaise humeur. Là, il y a une question de Titi Renault. Le sable du refuge, il faut le filtrer aussi, ou est-ce que les Nazarius suffisent? 45 litres son refuge. Ah, de temps en temps, mais moins souvent. C'est vrai que là, bon, comme a priori c'est plein de bestioles, mais de temps en temps, tu risques quand même d'avoir des phosphates qui s'accumulent, donc une fois par an. Mais comme c'est petit, un refuge, là, tu peux te permettre de le faire une fois tous les 6 mois. Tu vois. Pour être sûr de ne pas virer trop de bestioles, tu t'aspires que la moitié, puis 6 mois après l'autre moitié, ça suffit en général. Parce qu'effectivement, comme par rapport au volume, tu as beaucoup de détritivores, du coup, dans un refuge, c'est fait pour ça. Donc, Là, j'ai un truc qui me revient, là, quand on avait fait un truc avec le professeur Jaubert, il me semble bien, je sais plus, il me semble bien qu'il avait dit que, avec le brassage, l'eau, quand même, circule dans les couches profondes du sable, l'eau du bac. Donc, est-ce que ça peut pas compenser l'éventuelle baisse de pH dont tu parlais tout à l'heure? non, parce que c'est très lent. Ah ouais. Un peu comme dans l'océan, si tu veux. Euh, tu sais, l'eau avec le Gulf Stream, par exemple, elle plonge arrivée au pôle Nord, et elle plonge en profondeur, et tu as des courants de surface qui correspondent à un courant de profondeur qui remonte à certains endroits, ça s'appelle des upwelling. Et justement, c'est là, comme ça revient des profondeurs, c'est plein d'oligo-éléments. Et les upwelling, quand le courant de profondeur remonte, ça fait des proliférations de plancton, et c'est des zones très riches en poissons. D'accord. Donc, c'est un peu ce genre de phénomène je pense qu'il voulait parler de ce genre de phénomène. Mais du coup, ce cycle-là, mettre dans l'océan, est très long. Il faut au moins, enfin, je ne me rappelle plus de mémoire, c'est loin maintenant, les trucs d'océano, mais c'est des dizaines, voire des centaines d'années pour que ça revienne à la surface une fois que ça plonge. La profondeur de l'océan, ça met un certain temps, quoi. Voilà. Ouais. Bon, là, il y a Yann qui demande encore, bon, Prodibio, tu connais Prodibio, hein, si Bruno Vicard regarde, salut Bruno, ils sont tous à Animalis, un parc floral là, de Vincennes, là je vais aller les voir samedi matin. Prodibio conseille de mettre une ampoule tous les 15 jours. Euh, si j'ai bien compris ton approche, c'est purement commercial. Non, pas forcément, c'est ce que je te dis. Justement, si c'est une petite quantité régulière, ça se conçoit. Mais ce que je dis, c'est que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Si, D'accord. si, par exemple, il y a 7 ou 8 variétés de bactéries, au fur et à mesure, je te dis que une bactérie va se développer quand un tel nutriment, puis ce nutriment finira par baisser du coup. Donc cette bactérie va redisparaître et elle va revenir, mais ça risque de prendre du temps.
Donc, en mettant une dose régulièrement où il y a tout dedans, t'aidera la bactérie qui a disparu à un moment à réapparaître quand c'est nécessaire un peu plus vite. Mais c'est pour ça que ça ne sert à rien, par contre, d'en mettre des litres. Mais par contre, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais s'il y a un nombre de bactéries intéressant suffisant, là, c'est utile de mettre justement une ampoule toutes les semaines, tous les 15 jours, D'accord. pour remettre pour qu'il y ait toujours en permanence, si tu veux, une biodiversité de bactéries dans ton bac. D'accord. Ok, j'ai La compris. biodiversité, elle risque de faire que de descendre. Ouais, donc voilà, maintenant. Ouais, parce que même dans les populations de bactéries, il peut y avoir une sorte de bactérie qui prend le dessus sur toutes les autres. Parce que les bacs ne sont pas tous les mêmes, donc il n'y a pas tous les mêmes quantités de nutriments, ni la même proportion en nitrate, phosphate, en oligo-éléments, tout ce que tu veux. Donc voilà, ça peut faire une variation. D'accord. Et si tu as un bac souvent très oligotrophe, bah là, du coup, tu vas avoir encore une biodiversité encore plus faible. Donc, mettre des bactéries dans ce cas-là, même à la limite, il faudrait même mettre des bactéries qui servent juste à nourrir les coraux, tu vois, ça pourrait être bien. Voilà, ça dépend. Mais je te dis, moi, je ne peux pas avoir de réponse. Sur le principe, je comprends que ça puisse être utile, mais je ne peux pas te donner une réponse complète parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans leur mélange. C'est un secret de fabrication. Donc, à un moment donné, dans ce cas-là, tu es obligé de faire confiance maintenant. Donc, si après on fait des statistiques, tu me dis qu'il y a plein de gens, de toute façon, s'ils en vendent, c'est qu'il y a plein de gens qui sont contents. Ouais. Donc je ne vais pas dire que ça ne sert à rien non plus, tu vois. Mais le degré d'importance, j'en sais rien, je ne peux pas te calculer. C'est pas zéro. Sinon, personne n'en achèterait. Il ne faut pas non plus, toi, Hmm. si on peut être commercial, 100% commercial, s'il n'y a pas un fond derrière, ça ne dure pas longtemps non plus. Donc, c'est pas ce que je veux dire. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Et je dis que après, on peut faire forcément, on doit pouvoir faire sans. Dans un bac bien équilibré où tu as beaucoup de microphones, tout ça, bah, apparemment, si tu as beaucoup de microphones, c'est que tu as une biodiversité de bactéries, puisqu'elles se nourrissent aussi de bactéries. Donc. Mais par contre, dans des cas spécifiques où tu es très oligotrophe, où justement ton bac n'est pas un milieu très diversifié, là, du coup, ça peut justifier. Hein. Je dis pas du tout que. Je dis pas D'accord. J'avais un peu peur de ta réponse, je peux dire. Euh, que- euh, bah, c'est- ta réponse, elle est logique. Hein. non, non, mais elle est comme d'habitude, très très bien. C'est pas, Parfait. je vais pas dire que c'est de la merde, alors que c'est pas vrai. Non, non, mais ne le dis pas, ne le dis Et je pas. vais pas dire que c'est miraculeux non plus, parce que c'est ni l'un ni l'autre. D'accord. Parfait. Alors, c'est C'est peut-être une clair. réponse de Normand à chaque fois, mais c'est pas de ma faute, c'est la biologie qui est comme ça. Non, mais je sais bien. Je sais bien. Et les processus biologiques, ils changent pas, Ah ben hein. voilà. Là, j'ai une question de Cédric. Les posidonies, c'est bien dans les aquariums? Non, mais c'est pas que c'est mal, c'est que tu ne pourras pas les faire pousser parce que le Posidonie. Enfin, tu as les Auxerre et les Posidonie. Les Posidonie, c'est en Méditerranée, c'est des gros trucs. Hein. Donc, il faut un Hmm. grand bac parce que c'est comme un poireau. Hein, c'est le truc, c'est pas. Donc, par contre, les Austères, c'est plus fin. C'est plutôt les Austères qu'on peut arriver à trouver en aquarium. Mais c'est compliqué parce que justement, ces trucs-là, c'est une vraie plante, donc il y a des racines. Et donc, ça pousse que dans les endroits qui sont un peu nourriciers, toi, dans des estuaires où justement où tu as de la vase dans le sable. Dans du sable propre, ça va crever. D'accord. Ça va être très compliqué à faire pousser, tu vois. Donc dans un TSB, il faut justement du sable à ce moment-là, plutôt un jobert, où là tu pourras en mettre, parce que comme c'est moins brassé, dans le fond du sable, il finira par s'accumuler un peu de nutriments, donc elle pourra peut-être profiter, tu vois. Mais c'est pas des trucs qu'on trouve. On trouve ça plutôt dans les mers froides, dans les mers tropicales, tu n'as quand même pas grand-chose. Tu en as, parce que tu en as aux Caraïbes, tu as des trucs de ce genre-là, mais c'est jamais aussi dense que, tu vois, que dans les mers plus froides. D'accord. Quand il y en a, tu vois bien dans les photos sous-marines, Posidonie, ça touche tout, tu vois, Hmm. c'est biomasse, tu vois, c'est pas. Bon, quand tu vas aux Caraïbes, tu ne trouves pas des quantités comme ça. D'accord. On dit souvent que les mitrax mangent les vallonia, mais avec leurs pinces, ils les percent. Donc, au final, tout est question de paramètres pour éviter qu'elles se redéveloppent. Idem Aptasia avec Non, Vidermanie, mais non? qui mangent les petites, c'est ça qui est intéressant. Ouais, attends, attends. Idem avec Aptasia et les Vidermanie qui pètent les Aptasia et qui peuvent éventuellement diffuser. Est-ce que les paramètres prépondérants pour le développement de ces deux problèmes sont le KH nitrate phosphate? Non, parce que les vallonias, justement, ça se développe même avec des eaux très faibles en nitrate phosphate. S'il y en a plus, elles vont pousser plus vite, attention, comme il y a des algues.
Mais c'est surtout qu'elles arrivent à survivre avec beaucoup de peu de nutriments, mais par contre, ça les arrange d'avoir aussi beaucoup de brassage, beaucoup de lumière. Elles sont très douées pour lutter contre le stress oxydatif. Donc c'est pour ça qu'elles prennent le dessus quand plus aucune algue n'arrive à pousser. Celles-là, elles arrivent parce qu'elles résistent au stress oxydatif et puis elle n'a pas besoin de beaucoup d'éléments parce qu'en fait, c'est une poche gonflée de flotte avec quelques cellules dedans, toi, mais c'est pas un truc. Mhm. Ouais, c'est qu'il n'y a rien, donc elle n'a pas besoin de grand-chose pour survivre, quoi, voilà. Ouais, moi, mes chirurgiens, ils bouffaient les Valloniens. Oui, Le Xanturum et compagnie, ils bouffaient les ou les Valloniens. Siganus, ils mangent les Vallonias, les Ouais, Siganus. mais enfin, même n'importe quel chirurgien, il les bouffe hein, Ouais. avec un peu de bol. Mon anneau est en route depuis 1 an et demi et je suis à 0 de PO4 et 5 de nitrate. Je n'ai jamais mis de détritivore de sable, ni jamais nettoyé le sable. C'est pas bien ça. Non, Ma mais si couche. t'as un Attends, anneau, attends, attends, attends. Ma couche fait 2 centimètres de petite granulométrie. C'est du Bora Bora. Y bravo. a-t-il un danger pour mon bac? Bah, la preuve que non, parce qu'il est à zéro en phosphate et très peu en nitrate, donc Il y a voilà. peu de chances qu'il se retrouve avec 25 de phosphate du jour au lendemain. Ah non, non, ça c'est pas possible. Si, à moins qu'un truc crève, il a une moule à crève dans le bac, voilà, là, c'est sûr, vu le volume du bac, Hein. ça va, voilà. Ou si un poisson D'accord. crève, il ne voit pas, ça va faire pareil, hein, d'accord, mais D'accord, mais donc normalement, il peut dormir sur ses deux oreilles. Il peut dormir ah tranquille. oui, tranquille, hein. Ouais. On doit couper l'écumeur combien de temps lorsqu'on rajoute des bactéries? Bon, là, c'est difficile à dire, parce que c'est le temps que les bactéries soient fixées sur quelque chose, donc c'est quand même théoriquement plusieurs heures, sinon. Ouais, mais pourquoi couper l'écumeur? Bah, parce que sur les bulles d'air, quand elles se forment, dans la paroi de la bulle d'air, euh, les microparticules sont prisonnières, si tu veux. Donc c'est un piège à microparticules. Alors que la microparticule, ça soit une cellule de plancton ou une bactérie ou D'accord. une bactérie, bah, une partie sera retirée par l'écumeur, tout simplement. Mais sinon, tu nourris les poissons en même temps que tu balances les bactéries. Et la matière grasse de la nourriture, souvent, ça fait chuter l'écume pendant 2-3 plombes. Donc, tu n'as pas besoin de couper l'écumeur. Ou tu mets les mains dans l'eau, souvent, rien que mettre des mains dans l'eau, tu verras que la main est toujours un peu grasse. Ça finira par faire tomber l'écume, hein. Ouais. Alain, attends, c'est quoi? Euh, les UV, t'en penses quoi de l'eau de mer naturelle? Tu penses quoi de l'eau de mer naturelle filtrée et passée sous UV pendant 24-48 heures? En 24-48 heures, ça va pas être trop gênant parce que à long terme, l'UV, c'est embêtant. Enfin, après, ça dépend de la puissance de l'UV. Parce que l'UV, c'est justement, ça fait des bromates qui sont toxiques. C'est pour ça que les sels, on ne mettait pas des sels pour aquarium. Pendant longtemps, on n'a pas mis de brome parce que beaucoup de gens utilisaient des UV pour des fish only, tu vois. Puis à long terme, des UV en permanence quand tu as du brome dans l'eau, c'est embêtant. Alors maintenant, ils refont des sels avec du brome parce que par contre, ça sert aussi pour les algues pour lutter contre le stress oxydatif. Donc, pour des bacs récifaux, ils ont sorti du sel avec du brome dedans. Mais pour cela, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter de mettre de l'UV en permanence. Maintenant, si tu traites pendant 8 jours parce que tu as une épidémie dans le bac, ça ne va pas non plus flinguer le truc, hein. Mais en permanence, 24 heures sur 24, Non, euh, non, c'est de l'eau de mer, là. Il pensait, parce qu'il je habite il sais, habite ouais, l'eau de mer. ils vendent de l'eau de mer stérilisée sur UV. Ouais, d'accord. Là, ils ne stérilisent pas pendant 15 jours, ils stérilisent que 24-48 heures, donc ça suffit. Donc dans ce cas-là, D'accord, il faut d'accord, d'accord. limiter, c'est ce que je veux dire. Donc même s'il y a du brome, D'accord, ça n'a pas eu le temps de fabriquer des tonnes de bromates. Donc c'est pas. d'accord. Entendu, Alain, entendu. Qu'est-ce que tu as pensé du match de Paris Saint-Germain? Non, non, je déconne. J'ai même pas. Euh, euh, là, il y a Christophe, là, je vois pourquoi il pose cette question. Christophe Rousseau, là, le bouffeur de moules, là, avec des légumes. Chauffage ou pas chauffage en récifal? Moi, perso, il y a eu un post là sur dans le groupe de Thibault Le Tessier, là, sur un mec qui posait une question, il n'arrivait pas à avoir 25 degrés ou je sais plus quoi, ou enfin, je sais pas, il avait un problème de sonde. Donc, du coup, il mesurait la température qui commandait le thermoplongeur dans le bac et le chauffage était en bas dans le refuge. Et il y a eu une coupure de jus, donc l'eau n'est plus passée dans le refuge, donc la température du bac a baissé, donc ça a déclenché le thermoplongeur, donc il a fait un courbouillon dans son refuge. C'est malheureux, c'est comme ça, bon, voilà, c'était un courbouillon. Donc il y a eu une question, donc moi j'ai dit pas de chauffage. Un bac récifal
21, 22 l'hiver, 24, 26 l'été, c'est très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que en Indonésie, effectivement, en hiver, il fait 21 degrés, hein, dans certains Ouais. coins d'Indonésie. Donc, ça dure un certain temps. Donc, et souvent avec l'éclairage, bon, maintenant moins avec les LED, mais les LED, ça chauffe un petit peu quand même, hein. Hmm. Ça remonte la journée. Donc, c'est vrai que si ça descend à 21 la nuit, que ça remonte ne serait-ce qu'à 22, 23 la journée, ça peut rester quelques semaines comme ça ou quelques mois. Mais Ouais. à terme, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir 23, 24, quoi, voilà, on va dire, en Ouais, permanence. ouais, non, mais d'accord. Mais moi, franchement, un bac à 21,5, 22 l'hiver, quand ça caille vraiment, moi, j'ai jamais eu de Non. problème, hein. Surtout que quand tu as 21, 22, si tu chauffes, c'est la nuit, mais la journée, ça monte un petit peu de toute façon. Même si tu n'as pas de chauffage, parce que la pièce, tu es dans la pièce, tu vas te les plaies, tu vas mettre le chauffage un peu plus fort, c'est toujours pareil. Donc, Là, mon micro machin, là, mon verre d'eau, là, il est à 21,5, 22. J'ai un chauffage, il y a même un chauffage qui est prévu pour le truc. Je me pose la question de mettre. non, mais surtout pour les invertébrés, parce que si tu veux, après, ça dépend aussi des bestioles. Mais les crevettes, les lismata, par exemple, tu peux les trouver à 40 mètres, hein. Donc, à 40 mètres en Indonésie, il ne fait pas 25 degrés, hein. Non, ça caille. Et les petites tores, elles ont besoin de chauffage? Les lismata, moi, j'en avais quand j'étais au Canaries, j'étais à Tenerife, là. Il y avait des lismata. Hmm. Pareil, c'était assez en profondeur, hein. Donc, à Tenerife en hiver, à 20-30 mètres, les lismata, enfin, c'est des crabamis, c'est pas les amboensis. Mais celle-là, je peux te dire qu'elle devait être à 16-17 degrés, pas plus, hein. Ouais, ouais. Et les petites crevettes tores, elles ont besoin de chauffage ou pas? Non, mais c'est pareil, tous ces trucs-là, je te dis, les invertébrés, en dessous de 20, longtemps en dessous de 20, là, je ne dis pas, ça serait peut-être un peu risqué. Elles peuvent s'enrhumer, ouais. Mais jusqu'à 21, franchement, 20-21, Hmm. pour moi, il n'y a pas de problème. Hmm. Ouais, attends, Et ça ne sera excuse-moi. pas toute l'année, parce que même chez nous, en été, il fait plus que ça. Donc, 2-3 mois à 21 degrés, il ne va rien se passer. Ouais. Attends. Non, Yann, j'ai jamais eu de problème à 21, 22 avec les poissons. Non, pas du tout. Euh, Pop, pop, pop. Alors, Fabrice qui te demande, bon, t'es prêt? T'es chaud bouillant là, c'est bon? Ouais, vas-y. Tu peux résumer vite fait le mécanisme du stress oxydatif pour que les gens comprennent bien cette histoire? Bah, en fait, c'est une réaction d'oxydation, c'est qu'en fait quelque chose qui brûle, quoi. Mais un stress oxydatif, c'est quelque chose qui brûle à petit feu. Donc voilà, c'est pas une question de degré. C'est une réaction avec l'oxygène qui fait des radicaux oxydants, quoi, qui sont chimiquement, qui vont attaquer par oxydation les organismes. Donc en fait, le stress oxydatif, c'est une valeur de potentiel redox, si tu veux, que tu dois avoir dans ta cellule. Alors, au-dessus d'un certain seuil, c'est oxydant, en dessous d'un certain seuil, c'est réducteur. Et pour que la cellule vive, il faut un niveau moyen, si tu veux. Si tu es au-dessus, donc trop oxydant, c'est pas bon. Si c'est en dessous, pas assez oxydant, donc réducteur, c'est mauvais. Et ce qui se passe, c'est que donc on est obligé de subir un stress oxydatif. C'est en fait pour lutter contre les maladies. Parce que les bactéries n'aiment pas les milieux oxydants, parce que, comme nous aussi, mais comme elles sont plus petites, elles supporteront un seuil d'oxydation plus faible que nos cellules qui sont plus grosses. Tu vois. Donc c'est une course contre la montre, en fait. On a besoin de stress oxydatif pour ne pas être débordé par les bactéries, mais pas trop, parce que trop, c'est nos cellules elles-mêmes qui vont claquer, comme les bactéries claquent quand le seuil d'oxydation est un peu plus faible. D'accord, Donc c'est ça qui est compliqué, c'est un équilibre. Alors, d'accord. du coup, notre organisme, il est fait pour réguler ce genre de réaction, comme le pH du sang, ça, il fait des phénomènes pour. On voit plus que ton crâne, alors. Ouais. Ah oui, c'est vrai, je vais toucher à mon. Ils font, ils font plus que T'as un beau crâne, hein, je dis pas, mais bon. Ouais, ça. Donc, voilà, c'est un subtil équilibre. Donc, il ne faut pas trop ni trop peu. Voilà. d'accord. Là, il y a Yannick Deville là, qui est obligé de regarder tous les lives du début jusqu'à la fin, même si j'en fais à 4 heures du matin. C'est un contrat moral, il est obligé de regarder tous les lives et d'en faire un résumé le lendemain. Qui demande la pousse des coraux, elle serait-il pas meilleure à 25 degrés qu'à 23 degrés? Si, en théorie, si, ah ben, ça dépend après des autres paramètres. Mais à taux de KH, de phosphate, de calcium égal,
l'optimal de la croissance, ça sera plutôt autour des 26-27. Enfin, ça serait même 35 à la limite, mais là, c'est la partie animale du corail qui ne va pas supporter les 35, quoi. Mais au niveau de la précipitation du calcium, plus c'est chaud, plus ça précipite vite. D'accord. Mais dans la pratique, comme le corail lui-même, la partie vivante du corail, n'aime pas la chaleur trop importante, à un moment, le gain de croissance va être perdu par le fait que la partie animale du corail commence à souffrir. Donc, du coup, ça va s'arrêter de pousser aussi, quoi. Mais en théorie, pour que le squelette pousserait le plus vite, ça serait plutôt autour des 26-27. Mais par contre, ce qui est le paramètre le plus important, c'est le taux de phosphate. C'est-à-dire que si tu es à 27, mais que tu as 0,03 de phosphate, tu risques de pousser moins vite que si tu es à 25 avec 0,01. Parce que dès que tu as un peu de phosphate, ça ralentit considérablement la précipitation la formation du squelette. Là, il y a Andrea Di Napoli qui dit que le taux d'oxygène baisse à 25 degrés aussi. Non, mais tout, il ne baisse pas à 25 degrés, il baisse tout le temps. C'est que plus c'est chaud, moins tu as d'oxygène dissous. Donc, en fait, plus c'est chaud et plus le pH est bas, si je comprends bien. Non, non, le pH, c'est le gaz carbonique. C'est pas l'oxygène, ça n'a pas d'influence sur le pH. Il n'y a pas d'influence sur le pH, les gars? C'est que le gaz carbonique, parce que c'est C'est que un le gaz acide carbonique. carbonique. D'accord. Et là, les acides carboniques, ils sont pas liés à la température, on s'en fout. Si, mais le, le facteur est beaucoup moins important, quoi. C'est plutôt l'abscisse et la pression partielle de gaz carbonique. C'est ça qui compte le plus, quoi. Ah, c'est marrant, moi je me disais, tu me Mais dis, pareil, le gaz carbonique, plus c'est chaud, moins le CO2 se dissout quand même dans l'eau, hein. Mais là, comme la dissolution, dès que c'est transformé en bicarbonate et carbonate, ça change les paramètres. Donc c'est pour ça que le gaz carbonique, ça se comporte différemment d'un gaz. L'oxygène est toujours sous forme d'oxygène. ouais, tu vois, c'est marrant parce que on dit pour augmenter le pH, on dit il faut augmenter le brassage, il faut augmenter machin. En fait, augmenter le brassage, machin, c'est pas pour augmenter le taux d'oxygène, c'est pour évaporer le gaz carbonique, si je puis dire. Oui, pour aider à le dégazer, justement. Voilà. Donc, c'est À pour ça. dégazer, d'accord. Donc tu le dégases. D'accord. La meilleure façon de dégazer, c'est même pas le brassage. C'est l'écumeur où tu as des bulles d'air très fines qui dégazent, tu le dégazes dans l'écumeur, en fait. Parce que le D'accord. brassage, c'est pour renouveler l'eau à la surface. Mais comme justement le gaz carbonique, le transfert RO est lent pour le gaz carbonique, alors qu'il est très rapide pour l'oxygène. Donc le brassage, c'est très efficace pour récupérer l'oxygène de l'air, mais ce n'est pas très efficace pour dégazer le gaz carbonique parce que chimiquement, à l'interface, il y a la transformation acide carbonique-carbonique qui est assez longue et qui freine les échanges gazeux, justement. D'accord. Il y a Une fois André, le gaz carbonique, ça ne reste pas gaz carbonique. Ça se transforme en acide carbonique, bicarbonate ou carbonate en fonction du pH. d'accord. Il y a Andrea qui dit aussi que les poissons à 25-26 degrés mangent moins. C'est tout à fait logique, puisque les poissons sont des animaux à sang froid, que leur corps est... Nous, la majorité de notre bouffe, elle sert à réguler notre température à 37 degrés. Hein, c'est l'essentiel de nos dépenses énergétiques. Oui, bien sûr, Mais oui. le poisson n'a pas cette dépense énergétique, puisque c'est un animal à sang froid. C'est pour Ça ça veut qu'il a dire, fait ça veut dire conversion. que sa température corporelle, c'est la température du milieu dans lequel il Ouais, est. effectivement, ouais. Donc ça veut dire que s'il est dans une eau un peu plus fraîche, il a besoin de manger un petit peu pour un petit Un peu petit peu moins. plus. Non, Voilà. Hein? un peu moins. Ah non, plus fraîche. Un peu moins. Non, son métabolisme est ralenti puisque son corps est plus froid. Ouais, t'as raison, t'as raison. Tu vois, je fatigue là. T'as raison. J'ai pas pris de Doliprane là. Ok. Ouais, Alors, ouais, en plus, il l'a dit, Andrea. En oui, ton plus, il hiver, l'a elle va dit. pas pousser beaucoup. Elle va pas. Alors, elle mange moins aussi, tu me diras, parce qu'il y a moins de poids. Mais Il mange moins à température faible, ouais, évidemment. ouais, parce que les réactions chimiques sont ralenties. Donc, même Hmm, les réactions chimiques qui servent à fabriquer notre corps à partir des acides aminés, des sucres, des machins, sont ralenties. d'accord. Si on est à champ chaud, là, on s'en fout. Hmm, ok. D'accord. Euh, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que tu as des questions? Justement, on a besoin de manger plus quand il fait froid, c'est pour garder notre température, mais c'est pas pour pousser, c'est pas pour grandir, Non, 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 surtout à nos âges, hein. c'est pour garder la température. Ouais, attends, attends. Tu as pas une question de pression latente liée avec l'évaporation qui fait que le brassage en surface avec l'évaporation accélère le dégazage du CO2 par modification des pressions partielles. Non, ça évite juste c'est l'histoire de gradient, si tu veux, comme les échanges se font vraiment à la surface,
il faut renouveler cette eau de surface très rapidement pour augmenter la vitesse de passage de quelque chose qui est dans l'eau à dans l'air ou de quelque chose qui est dans l'air à dans l'eau. C'est plutôt pour ça. C'est le même principe qu'il faut du brassage pour renouveler l'eau à la surface de ta kétomorpha, tu vois. Parce que comme c'est très pauvre en nutriments, il se créera un gradient quand là, tu vas commencer à le prélever. Pour casser ce gradient, il faut un brassage important. Donc c'est le même principe pour l'interface RO, où il faut, puisqu'une fois que c'est dans l'eau, un élément diffuse lentement, il faut le premier millimètre de surface, c'est ça qui doit être brassé le plus possible. D'accord. Le Parce premier millimètre. qu'il se fait un gradient dans l'eau et du coup, ça ralentira l'échange. D'accord. Là, il y a Yannick qui a réflexion tout à fait pertinente. D'ailleurs, il est expert du groupe Le Récif. Hein. Euh, expert, mais plus qu'expert, moi. Plus, C'est le maestro. Donc, baisser la température du bac permet de baisser les nutriments car on donne moins à bouffer. ah bah, directement vu comme ça, oui, effectivement, puisque c'est effectivement les nutriments, c'est la quantité, à la base, c'est l'origine du flux, c'est la quantité de nourriture qu'on met dans le bac. Il n'y a rien d'autre qui apporte des nutriments, donc on est d'accord. Est-ce que pour des LPS, 28 degrés, ça serait trop chaud? Bah, si les autres paramètres sont bons, pourquoi pas, mais ça commence à être limite, quoi. Parce que beaucoup de LPS, bah, le problème, ça dépend des espèces, si tu veux. Le problème, si c'est des orantus, c'est pas très grave. Parce que des orantus, tu en as à 1 mètre sous l'eau, ça, c'est pas forcément très profond. Si c'est des, comment ça s'appelle, des colastrea ou des, je vais pas y arriver là, zut, le truc qui est en Des, Australie, là. des scolies, les acanthophilia, les choses comme Ouais, ça. voilà, ce genre de choses. Bah, du coup, ça vit plus en profondeur. Ou Blastomussa, c'est ça que je cherchais. Blastomussa, ça vit au sud de l'Australie. Il paraît que l'optimum pour Blastomussa, ce serait plutôt 21 degrés. Hein. C'est pas du tout 27. Hein. D'accord. Même 18, il paraît, dans certains vu la Ah bah profondeur. tiens, je vais mettre des blastos dans mon verre d'eau. Tiens. C'est pas Ah con, bah, tu ça. pourrais, du coup, parce qu'effectivement, le Blastomussa, ça n'aime pas du tout la chaleur. Ouais, ouais. Alors, elle n'est pas la lumière. Alors, si elle est chaleur et lumière, là, c'est même pas la peine. Quoi. Donc, Ouais, c'est exactement ça. J'ai pas de lumière et le bac est froid, donc c'est parfait. eh ben, c'est parfait pour du Blastomussa. Hein, voilà. Hein. Est-ce que... de quoi... donc, résumons. Qu'est-ce qu'on a appris ce soir? Le stress oxydatif. Ouais. Salut, Rui, ça va? Euh, on va pas se retaper les oligo-éléments et compagnie, hein, si les gens... Oui, oui, oui. Non, et le plus compliqué, c'est faut reconnaître que c'est quand même l'histoire de le stress oxydatif et le redox. C'est des choses qui sont assez complexes parce que ça fait intervenir tellement de paramètres que c'est difficile d'en tirer des conclusions quoi, et de jouer avec ça. Faut reconnaître que c'est assez. Ouais. Attends, les bactéries genre Zéobac de KZ, ça peut se conserver combien de temps au frigo? Je pense que t'en sais rien. Moi, j'en sais rien. Mais enfin, a priori, des bactéries au frigo, ça se garde longtemps quand même. C'est du phytoplancton, tu vois. En général, c'est 1 mois, 6 semaines grand maxi. Disons 2 mois grand maxi. Quoi. Des bactéries. Bon, après, si le problème, c'est que ça ne se consomme pas, c'est quand le truc est ouvert à cause de l'oxygène qu'il y a dedans. Parce que c'est l'avantage, par contre, de Prodibio, tu vois, c'est que comme c'est en époule scellée, bah, tant que tu n'as pas ouvert l'ampoule, ça se garde ad vitam aeternam quasiment. Quoi. Il y a pas de... Ouais, ouais, ouais. On en avait parlé, d'ailleurs, si vous voulez regarder, j'avais fait un entretien. à la limite, tu vois, moi, ce que je le faisais, moi, à un moment, je travaillais avec des gars qui s'occupaient de bassins de jardin, donc tu as aussi des bactéries, mais c'est dans des bidons, là. Donc de 1 ou de 5 litres. Dans ce qu'on faisait, quand on prélevait des bactéries, on appuyait sur le bidon pour ramener la flotte juste à la surface du bouchon et on fermait tout de suite pour chasser l'air. D'accord. Dans ce cas-là, c'est comme si on n'avait pas ouvert le bidon. Et là, ça se gardait beaucoup plus longtemps. Ouais. Là, sur l'entretien que j'avais fait avec tous les mecs de Prodivio, là, avec Hum, Nicolas Tiliaco, ça, c'est ça, il me semble. ouais. Il disait qu'une ampoule de Prodivio, ça se garde ad vitam aeternam. Hein. Ah oui, mais je dis, comme c'est à l'abri, ce qui est embêtant pour conserver les bactéries, c'est l'oxygène. Donc si tu n'as pas d'oxygène, ça ne bouge pas. Voilà. C'est pour ça qu'on Là, trouve on trouve des bactéries vivantes dans le permafrost qui ont 20 000 ans. Hein. ouais, ouais, ouais. Arriver à les faire revivre 20 000 ans plus tard. Et Bah, même, d'ailleurs, ça risque de nous les poser bactéries, c'est même beaucoup plus long que ça. Hein. d'ailleurs, ça risque de nous poser des problèmes. La sédimentation dans une décantation, ça s'oxyde dans le temps? De quoi qui s'oxyde? La sédimentation dans la décante.
Ah ben, ça s'oxyde justement parce que si t'as des détritivores, tout ça, parce que tu n'as pas de zone anaérobie, à partir du moment où tu as de l'oxygène, ça s'oxyde, mais c'est pour ça qu'il faut éviter les zones anaérobies. Donc si ton sable ne devient pas gris, si ton sable devient gris, ça craint. Ça veut dire qu'il se forme de H2S parce que là, tu n'as plus du tout d'oxygène. Et si ça pue l'œuf pourri, il faut mieux commencer à s'inquiéter, à nettoyer, quoi. Ah oui, puis il faut surtout pas remuer le sable par contre, parce que là, tu vas flinguer tout le bac. C'est-à-dire que là, du coup, il faut couper le refuge, aspirer vraiment le sable, parce que si jamais tu remues ça, l'hydrogène sulfuré va se retrouver dans la flotte et c'est super toxique pour les poissons. Tu te rappelles la couche de sédiment qu'il y avait dans les décombres de Bachir? Ah ouais, voilà, c'est quelque chose. C'était quelque chose, hein. Putain, c'était la plage. Bon, écoute, Alain, ça fait combien de temps? À quelle heure il est? 22h47, il y a mon chien qui a envie de pisser. Ouais. Je suis désolé pour le petit retard qu'on a eu. On a commencé un peu plus tard que prévu parce que Alain avait des problèmes d'ordi qu'on a réussi à régler. Alain, je voudrais te remercier parce que tu es toujours dispo. Il suffit que je te téléphone, je te dis on se fait un petit live. Tu Mais me non, dis mais ouais, euh, tu me dis comme, ouais quand. comme je suis ermite maintenant, ça me fait toujours plaisir au moins de parler avec quelqu'un de temps en temps, tu vois. Ouais, Même parce que tu te fais chier quoi. Bon. Hein? Bon, tout va bien. Autrement, t'en es où de tes projets? On va parler un peu de toi quand même. ouais, bon, pour l'instant, j'ai encore des paperasseries à régler, là, mais normalement, à la fin de l'année, ça va être réglé. J'ai toujours pas récupéré ma nouvelle carte d'identité, ça me bloque parce qu'il faut que j'ouvre un compte pour, professionnel pour ça. Donc, Ouais, donc t'es limite apatride en plus. ouais, ouais, Ermite apatride, quoi. ouais. Voilà. Et tu vas. Là, normalement, c'est les nouvelles cartes d'identité, donc je pense qu'ils vont pouvoir me la faire. Je crois qu'ils attendaient ça. Ouais. Elles sont Fais. sorties au mois d'août, je crois, les nouvelles cartes d'identité, Ouais. puce et Ouais, ouais. compagnie. Bon, bah écoute, c'est vrai que t'as une gueule d'ermite, là. On dirait Georges Moustaki, tiens, quelque Ouais, chose près, ouais. ouais, un Hein? petit peu, Un effectivement. petit peu. Alain, je te remercie. Ouais. Me demande C'est- pas de chanter ou jouer de la guitare, hein, c'est pas la Non. peine. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Ouais, ouais. Les gens t'adorent aussi. Tu restes une référence et tu as toujours une réponse à tout et c'est pour ça que c'est bien de discuter avec toi. Je te remercie, on s'en refait quand tu veux, Ouais, quand tu veux, tu m'appelles, hein, comme d'hab. Ouais. je t'appelle, on se fait des petits entretiens comme ça, Et des si c'est petits... sur un point particulier, tu me préviens un peu avant que je regarde quand même. Ouais, 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 bah là j'ai vu Ah, que tu avais c'était bien, pas la peine, parce que j'ai là, c'était. Voilà, j'ai vu que tu bien étudié le sable là. Euh, à bientôt, à merci à bientôt. toi Et et bonne nuit Alain, au salut, revoir à tout le monde. au revoir, ciao, Bye bye. ciao, merci beaucoup, salut. Ciao.